Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire intitulé Prendre soin de son bien-être et de sa santé mentale, approche innovante pour mieux comprendre et promouvoir l'autogestion. C'est un webinaire qui vous est présenté par le réseau de recherche en santé des populations du Québec, l'Axe santé mentale des populations, et aussi le réseau Calaxa. Je me présente Dorothée Contagabana. Je suis la coordonnatrice du réseau Calaxa et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous présente un peu l'axe santé mentale du RRSPQ. Ça a été créé en 2014 dans le but de favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances dans une visée de prévention, de traitement et d'optimisation des services pour cette clientèle. Il regroupe plus de 150 membres, étudiants, chercheurs et associés provenant de plusieurs milieux et qui travaillent sur des thématiques diversifiées. Il offre aussi plusieurs opportunités de financement comme initiative structurante, ainsi que différents concours pour les chercheurs et les étudiants, mais aussi dans le fond, des opportunités de rayonnement de projets de recherche pour ses membres. Je vous présente aussi le réseau Calaxia. Alors, le réseau Calaxia est un réseau en mettant en valeur les connaissances en lien avec la santé mentale des populations auprès de publics diversifiés, comme les gestionnaires et les professionnels œuvrant en santé et services sociaux, ainsi que dans le milieu communautaire. Cette mise en valeur se fait notamment par des dossiers thématiques, des webinaires, des publications brèves et des ressources en ligne. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web et aussi nos médias sociaux comme Facebook, LinkedIn et Blue Sky. Avant de débuter, je vous informe que la séance va être enregistrée et sera disponible par la suite sur le site web de Calaxia ainsi que sur la chaîne YouTube de l'Axe Santé mentale des populations. Tout au long de la présentation, on vous invite à inscrire vos questions dans le module questions-réponses qui se situe au bas de votre écran et on va avoir une période d'échange à la fin de ce webinaire et je vais pouvoir lire les questions. Ensuite, pour toute information complémentaire, elles seront mises à votre disposition dans la section clavardage. Pour toute autre question, notamment tout ce qui est technique, vous pouvez les écrire dans le module conversé et Armelle Imbois, qui est la coordinatrice de l'Axe santé mentale des populations, se fera un plaisir de vous répondre. Sans plus tarder, je vous présente notre invité pour aujourd'hui. Simon Coulombe est professeur agrégé au département des relations industrielles de l'Université de Laval. Il est formé en psychologie communautaire. Il mène des recherches sur la promotion du bien-être positif et le rétablissement en santé mentale des travailleurs ou travailleuses de divers groupes, incluant les personnes vivant avec des difficultés de santé mentale et celles en situation de précarité d'emploi. Il est chercheur responsable du pôle d'expertise et de recherche en santé et de bien-être des hommes. Sans plus tarder, je laisse la parole à Simon et bon webinaire à tous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je suis désolé la semaine dernière, donc il y a eu un contretemps dans ma vie personnelle qui a fait qu'on a dû reporter à aujourd'hui. Mais c'est un plaisir donc d'être avec vous. Je vais juste vérifier un truc. Parfait, ce sera pas long, je repartage en mode plein écran. Bon, grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, je disais et de passer le dîner avec vous. Puis merci de prendre de votre temps pour nous accompagner dans cette activité-là. Mon nom est Simon Coulombe, puis je m'intéresse beaucoup dans mes travaux de recherche et celle de toute mon équipe à la santé mentale au travail et en général, et notamment à la question d'autogestion. Donc, je suis d'ailleurs titulaire d'une chaire de recherche là, sur l'autogestion en santé mentale et le travail en partenariat avec Relief et Beneva. Aujourd'hui, on veut parler un petit peu plus de deux projets de recherche. En fait, grâce au RRSPQ, on a reçu, mon équipe et moi, du financement qui nous a aidé, qui nous a soutenus dans deux projets de recherche distincts, mais qui ont en commun de s'intéresser à l'autogestion sous des angles vraiment différents, puis des aspects quand même innovants, que ce soit pour mieux comprendre ou promouvoir, soutenir l'autogestion en santé mentale. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, deux projets qui sont complémentaires, assez distincts, mais qui ont quand même un focus en commun sur l'autogestion de la santé mentale et du bien-être psychologique. Avant de commencer, je vous demanderais, puis je ne sais pas si vous pouvez écrire dans le chat ou pas, si c'est pas possible, c'est pas grave, mais lorsque vous revenez à la maison après une longue journée de travail, qu'est-ce qui vous aide à vous sentir bien? Vous pouvez, si ça vous tente, partager ça dans le chat, puis sinon, vous pouvez le faire aussi pour vous.
Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais souvent, quand je pose cette question-là à des gens en présentiel, c'est plus facile, mais les gens me disent aller prendre des marches, parler à des amis, à ma famille, travailler des fois, penser un petit peu à un petit moment de pause, de gratitude par rapport à ma journée, quelque chose que j'ai apprécié. Et je vois que le chat est désactivé. Ben, donc, pensez pour vous, vous pouvez penser la question pour vous. Donc, toutes les stratégies que les gens mettent en place, il y en a pour qui c'est la méditation. Des fois, certaines personnes vont dire cuisiner, faire jouer de la musique, écouter de la musique. Aussi d'autres éléments comme prendre un bon verre de vin. Bon, ça, après ça, c'est la question de modération entre en ligne de compte. Mais il reste que tous ces éléments-là, c'est des éléments que vous et d'autres personnes mettent en place qui vous font du bien. D'une certaine façon, c'est des stratégies d'autogestion. Et on s'en rend pas compte, mais on a tous développé des moyens d'adaptation, des moyens de gérer notre santé mentale et notre stress au quotidien. Parfois, on pourrait en développer davantage, on pourrait en mettre plus en application, réviser ces moyens-là, mais on fait tous et toutes de l'autogestion. Et puis c'est ça, la notion d'autogestion en santé mentale, en fait, ça renvoie plus précisément aux petites actions, aux plus grandes actions entreprises au quotidien pour soit réduire les symptômes, améliorer le bien-être ou prévenir les rechutes de difficultés de santé mentale. Au départ, la notion d'autogestion, en anglais self-management, parfois aussi traduit comme par self-care, même si c'est pas toujours des définitions équivalentes. La notion d'autogestion a pris de l'ampleur dans les travaux au départ sur les maladies physiques chroniques comme le diabète, l'asthme, le VIH, etc. Quand on s'est rendu compte que ben, les médecins, les équipes traitantes se sont rendus compte que les personnes pouvaient développer du pouvoir d'agir pour prendre action au quotidien, pour gérer les symptômes, au-delà de suivre des thérapies ou de suivre des médications prescrites. Donc, reconnaissant le pouvoir d'agir et l'expertise, savoir expérientiel des personnes, c'est de là que ça part aussi la notion d'autogestion. Puis c'est il y a je dirais 15 20 ans que la notion a pris plus que ça, même maintenant, le temps passe, là, mais à peu près une vingtaine d'années que la notion a commencé à être, je dirais, importé dans le champ des maladies mentales ou de la santé mentale, en accord avec toute la perspective sur le rétablissement en santé mentale, reconnaissant que les personnes peuvent jouer un rôle dans leur rétablissement, qu'on peut s'accomplir, jouer un rôle social, trouver une vie qui a du sens malgré et en présence de symptômes de difficultés de santé mentale qui sont souvent chroniques. Mais reconnaissant ça, donc, et que les personnes voulaient jouer un rôle plus actif, c'est là que la notion d'autogestion je dirais, fait son apparition dans le champ des interventions en santé mentale. Cette idée-là de miser sur l'expertise, le pouvoir d'agir pour contribuer à la fois, oui, au rétablissement personnel, au bien-être, mais aussi à prévenir, par exemple, les rechutes de différents troubles de santé mentale. L'autogestion santé mentale est maintenant comme recommandé de soutenir l'autogestion, c'est recommandé dans plusieurs guides, lignes directrices là, par rapport aux interventions pour les troubles, notamment les troubles anxieux, dépressifs, bipolaires et d'autres. C'est aussi reconnu dans le contexte là, du programme québécois pour ben, sur les troubles mentaux comme étant une des formes d'intervention, je dirais, plus faible intensité, qui est de soutenir l'autogestion. Il y a des études qui ont été menées, mais encore, il n'y a pas des tonnes d'études sur le sujet. Il y en a, là, mais quand même, les études sont assez claires là, que c'est associé à soutenir l'autogestion chez les personnes ou pratiquer l'autogestion soi-même. C'est associé à une réduction de ces symptômes de difficulté de santé mentale, l'augmentation de l'auto-efficacité, de l'espoir, du bien-être. Et on se rend compte dans certaines études que ce concept-là est applicable en général, pour la population en général, comme un peu des saines habitudes de vie physique, mais l'autogestion de la santé mentale, c'est un peu nos saines habitudes de vie pour notre santé mentale, notre bien-être. C'est aussi applicable, donc, aussi chez les personnes qui vivent avec des difficultés de santé mentale, là, plus moins en prévention, mais plus pour aider là, à diminuer les symptômes ou prévenir, par contre, là, les rechutes dans le futur. Il faut aussi distinguer l'autogestion, c'est ce que les gens font, les stratégies qu'elles mettent en place, et le soutien à l'autogestion, c'est les interventions
qu'on peut développer comme intervenant, que le système de santé peut développer ou les organismes communautaires peuvent développer pour soutenir l'autogestion, pour aider les personnes à faire de l'autogestion. Parce qu'autogestion, ça ne veut pas dire nécessairement faire seul. Autogestion, ça veut dire prendre du pouvoir, ça peut vouloir dire aller chercher de l'aide justement aussi, ça peut faire partie de l'autogestion comme un moyen, une stratégie d'autogestion. Donc, c'est intéressant, important de distinguer l'autogestion, ce qu'on fait, versus les programmes pour aider à soutenir l'autogestion. Dans le premier projet dont je vais parler aujourd'hui plus précisément sur l'autogestion, c'est un projet donc qui a été soutenu là, notamment par le RRSPQ à travers le développement là, d'une étude pilote pour évaluer un nouveau programme de soutien à l'autogestion, programme d'accompagnement individuel qui a été développé par l'organisme Relief. Je vais vous en dire plus dans quelques instants, mais je fais une petite aparté pour dire que dans la littérature scientifique, oui, on sait que l'autogestion, le soutien à l'autogestion, ça semble fonctionner, mais il n'y a pas beaucoup d'études sur des interventions concrètes, des programmes précis, surtout en contexte canadien ou québécois. Donc, c'était là l'intérêt d'aller voir, il existe des programmes novateurs, dont celui de Relief, dont je parlais aujourd'hui. Ben, l'idée est de mieux aller documenter ça pour contribuer au développement des connaissances sur des pratiques efficaces en termes de quels programmes sont efficaces là, pour soutenir l'autogestion en santé mentale. Petite mise en contexte par rapport à ce projet-là. Donc, Relief, c'est un OBNL qui est spécialisé en autogestion. C'est ça qui est dans l'ADN de l'organisation depuis plusieurs années. Avant, ça s'appelait Revivre. C'est une organisation qui a du soutien aux personnes vivant avec différentes problématiques et à leurs proches, mais les problématiques, c'est les troubles de santé mentale courants, c'est-à-dire anxiété, dépression et troubles bipolaires aussi. Et les personnes doivent rapporter vivre avec de telles difficultés, mais il n'y a pas un diagnostic qui est nécessaire, sauf dans le cas des interventions pour le trouble bipolaire où c'est plus spécialisé. Et vraiment, le Relief a joué un rôle important, et moi, c'est un partenaire de recherche, là, a joué un rôle important dans le développement de l'autogestion en santé mentale au Québec et même à l'international. Et depuis à peu près, j'ai pas l'année exacte, mais une quinzaine d'années, Relief a développé avec des chercheurs, une chercheure notamment à l'UQAM, Janie Hull, et d'autres experts, des ateliers de soutien à l'autogestion. Vous voyez les cinq ateliers ici. Il y en a un pour l'anxiété, la dépression, le trouble bipolaire, un plus transversal sur l'estime de soi et autre transversal sur l'équilibre au travail lorsqu'on vit avec de tels enjeux de santé mentale. Donc, depuis plusieurs années, ces ateliers-là ont été développés, des ateliers de psychoéducation qui visent à aider les personnes à développer leur capacité d'autogestion, développer leur trousse d'outils d'autogestion, essayer des stratégies. Et c'est des ateliers qui misent sur donc la psychoéducation, mais aussi le partage et le soutien par les pairs entre les participants. Et les ateliers qu'on a été validés par des experts de ces différents domaines-là. Donc, depuis plusieurs années, Relief offre ces ateliers-là qui ont été développés. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a quelques années, la clientèle ou des usagers, usagères de services chez Relief ont exprimé qu'ils aimeraient ça aussi, qu'il y ait la possibilité de recevoir un accompagnement individuel de soutien à l'autogestion. Donc, les programmes existants chez Relief étaient les programmes de groupe. Il y avait du soutien ponctuel en individuel, mais pas un programme structuré un peu similaire aux ateliers, mais offert en individuel. Il y avait des personnes pour différentes raisons qui disaient que, ben, pour des raisons de se sentir moins à l'aise en groupe, ou des personnes, par exemple, qui vivent de l'anxiété sociale, ça peut être difficile pour eux au départ de se dire, je vais participer à un atelier de groupe. Des personnes pour qui il y avait des réticences par rapport au groupe, et donc il y avait ce désir-là depuis plusieurs années. Donc, Relief et moi, on a collaboré, on a regardé dans les études existantes, il n'y avait pas beaucoup d'études non plus pour nous guider sur des programmes individuels de soutien à l'autogestion dans le contexte de ces troubles-là. Donc, pour pallier le manque de données, ben, on a décidé de dire, ben, on va développer un programme de soutien à l'autogestion individuelle à travers un projet de recherche-action. Puis comme on ne sait pas exactement les pratiques optimales, c'est quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, oui, on peut s'en douter, mais on ne sait pas exactement, mais on va utiliser le savoir expérientiel de personnes pour nous aider à guider le développement du programme. C'est là qu'on a fait affaire, pas affaire, mais qu'on a impliqué là, la méthode du co-design basé sur l'expérience, qui est une approche qui permet de prendre appui sur l'expérience vécue des personnes pour soit améliorer ou créer de nouveaux services, expériences vécues de leurs difficultés de santé mentale, mais aussi d'autres expériences de soins ou de services reliés ou similaires qu'ils ont pu avoir dans le passé.
Et donc, ce premier volet-là a été financé par le CRSH. Puis c'est avant qu'on reçoive le financement du RSPQ, mais ça nous a permis de développer le programme qu'on a évalué par la suite ou qu'on a commencé à évaluer, comme vous allez voir. Donc, l'approche du co-design basé sur l'expérience, c'est DBE. L'idée, c'est de demander à des personnes de nous partager leurs histoires, leurs expériences, puis de voir c'est quoi des moments marquants qu'ils ont vécu dans des expériences passées qui ont réussi à soutenir leur autogestion ou des moments marquants négatifs qui ont été des freins à leur autogestion, pas nécessairement chez Relief, mais en général dans leur expérience, leur trajectoire de soins en santé mentale. Et ça s'appuie beaucoup, le CDBE, pardon, sur l'engagement des personnes dans le processus, le partage de l'expérience vécue, mais aussi partager leur pouvoir d'agir pour l'amélioration des services. Donc, on a travaillé avec des personnes à co-créer un prototype du programme de soutien individuel en autogestion qu'on a mis à l'essai par la suite lors d'un pilote. Puis c'est là que le financement du RRSPQ a été utile. Mais pour créer le projet, pour créer le programme, d'abord documenté les expériences passées que les personnes ont eues avec des services de soutien qui pourraient influencer un peu ce qui serait pour eux, pour elles, un bon programme de soutien individuel à l'autogestion. Puis on a même aussi, puis ça, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais on a aussi exploré les impacts de participer à un processus de co-design qui, par ailleurs, ressortent comme assez positifs pour les participants. Donc, on a fait des entrevues avec des participants en rétablissement d'un trouble anxieux dépressif ou bipolaire pour mieux comprendre leurs besoins, leur expérience. Et ensuite, on a fait plusieurs rencontres de groupes de co-design pour développer un peu les grandes lignes de notre programme sur la base des besoins des participants et des rétroactions. Donc, en boucle, on est retourné vers ces participants-là, qui étaient 14 personnes, pour avoir leur avis sur un premier prototype, un premier module, par exemple, ou des grands paramètres du programme, ce serait quoi, etc. En fait, on a aussi célébré lors d'une dernière rencontre. On a aussi fait réviser par des experts et l'étape aussi qu'on a fait grâce au RSPQ, c'est de faire un projet pilote et une évaluation qui peut nous mener à d'autres études par la suite. Ce qui est ressorti là, des entrevues avec ces participants-là au co-design, donc dans le développement du programme, c'est qu'ils souhaitaient de la flexibilité, de l'accessibilité, puis une forme de mentorat ou d'accompagnement. Pas nécessairement se sentir comme en position qu'un intervenant leur dit quoi faire, comme il leur prescrit des choses, mais plus de l'accompagnement par quelqu'un qui a soit de l'expérience vécue, ça peut être un père aidant, par exemple, ou un intervenant, mais dans un format plus accompagnement, dans une vision plus à long terme qu'on n'a pas nécessairement réussi à inclure pour l'instant dans le programme, mais les gens ont aussi mentionné l'idée dans le futur qu'ils aimeraient avoir plus un sentiment de communauté, d'appartenance avec d'autres personnes qui font de l'autogestion, du soutien à l'autogestion, qui sont dans ce processus-là. Cela dit, ça peut être déjà en partie couvert par les ateliers de groupe offerts chez Relief. Donc, on s'est plus attardé à ce qui était à gauche dans le développement du programme. Donc, les participants ont aussi mentionné avoir le désir de pouvoir choisir le nombre et la fréquence des rencontres. L'idée de choisir à la carte des thèmes qui seraient intéressants pour eux pour leur autogestion. L'autogestion, selon ce qui nous a été dit, puis c'est logique avec la littérature, c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes enjeux. Puis l'idée de l'autogestion, c'est de permettre aux personnes d'utiliser des stratégies qui font du sens pour eux sur des thèmes, des problématiques, des enjeux qu'ils ou elles vivent. Donc, les gens ont mentionné l'idée qui est souvent intéressant de choisir à la carte des thématiques, puis possibilité aussi d'avoir dans l'idée du mentorat, un certain suivi. Donc, au-delà de rencontres d'accompagnement, est-ce qu'il ne va pas y avoir des appels de suivi ou post-accompagnement à la fin? Euh, les personnes ont mentionné l'intérêt d'avoir un service qui est abordable, puis choisir un peu le nombre de rencontres en fonction de leur budget. Relief est un OBNL, mais pour assurer la survie de l'organisme, doivent facturer là, certains services aux participants. Cela dit, donc, ça me concerne moins, mais du côté de Relief, des travaux qui ont été faits pour identifier un prix qui était raisonnable. Les personnes ont dit que ça serait intéressant de pouvoir des fois payer à l'avance des rencontres, choisir en avance des thématiques puis des choses qu'on pourrait faire dans le futur pour poursuivre la démarche. Les gens ont aussi mentionné d'avoir des recours fréquents sur les thématiques, donc pas faire une thématique puis arrêter d'en parler, d'avoir le ou la même intervenante qui fait l'accompagnement, qui a aussi un accompagnement dans l'identification des thématiques, puis qui accède du matériel préparatoire et réflexif sur les thématiques à venir ou précédentes.
Donc, je fais les grandes lignes, je ne vais pas que ça éterniser parce que je vois le temps qui passe, mais c'est toutes des choses qu'on a appris au contact avec les participants de notre groupe de co-design. Donc, c'est 14 participants, participantes-là en rétablissement de troubles anxieux, dépressifs, bipolaires. C'est donc comme ça que le service d'accompagnement individuel en soutien à l'autogestion, ASAG pour son petit nom, son acronyme, a été développé. Donc, sur la base de ces besoins-là, puis de façon itérative en parlant aux participants du co-design. Et ce qu'on a vu, en fait, donc, c'est qu'il a été déterminé que le plus simple, ça serait d'offrir des modalités flexibles. C'est ça que les participants voulaient. Donc, c'est un programme ESAG qui est offert, qui a été développé donc depuis, qui est offert en présentiel ou en virtuel. La présentielle est à Montréal dans les bureaux de relief, mais en virtuel partout à travers le Québec et le Canada. Puis c'est au choix de la personne. Le nombre et la fréquence, le nombre de rencontres thématiques est déterminé par la personne. Bon, il y a un enjeu de budget, mais aussi en fonction des besoins de la personne, puis des envies, de respecter les envies, l'intérêt de la personne. Donc, il y a une première rencontre qu'il y a avec un intervenant psychosocial de relief, père aidant ou autre intervenant, qui vise à faire le portrait de l'autogestion actuelle, puis voir où il y aurait des envies d'apprendre sur différents sujets liés à l'autogestion, différentes thématiques, des nouvelles stratégies ou de réviser certaines stratégies. Puis sur la base de ça, il y a une liste de thématiques que je vais vous montrer. Parmi ça, les gens choisissent une thématique, plus une ou plusieurs thématiques à leur goût. Et à partir de cette thématique-là, de cette liste de thématiques-là, il va y avoir 2 semaines comme par thématique. Et dans le fond, chaque thématique se déroule sur, bien, il y a probablement une rencontre avec l'intervenant d'1 heure sur une semaine. Et la semaine, dans la première semaine, admettons, de la thématique. Et la deuxième semaine, c'est pas une rencontre thématique, c'est une relance téléphonique de 20 minutes qui est faite avec la personne sur cette thématique-là la semaine d'avant pour voir l'intégration dans le quotidien de la personne. Vous voyez à droite la durée des rencontres, donc c'est 1 heure par 1 heure la rencontre thématique avec une relance de 20 minutes, mais la première rencontre est un petit peu plus longue. Et les outils d'autogestion, en fait, c'est qu'il y a une plateforme numérique qui permet aux intervenants et aux participants de suivre là, les différents thèmes. Donc, chaque thématique a ses propres outils en ligne avec de l'éducation psychologique sur différents concepts, par exemple l'autocompassion, l'affirmation de soi, le journal de l'humeur. Donc, de l'information, mais aussi parfois des vidéos et aussi des genres de formulaires un peu réflexifs où la personne peut réfléchir où elle en est par rapport à cette thématique-là. Les thématiques qui ont été retenues pour le moment sont basées sur ce qui a émergé comme le plus pertinent ou important selon les participants à notre co-design. Mais éventuellement, il va y en avoir peut-être d'autres qui vont être créées. Donc, vous voyez des thématiques très variées, activation comportementale, autocompassion, gestion du stress, cycle de fonctionnement au travail, briser l'isolement, pleine conscience, résolution de problèmes, valeurs personnelles. C'est des thématiques, c'est pas une thérapie. Et le soutien à l'autogestion se présente comme étant complémentaire à d'autres approches, mais c'est des thématiques qui parfois font référence à des grands principes qui sont alignés avec, par exemple, des principes cognitivo-comportementaux, certains principes de psychologie positive ou humaniste, par exemple, que se retrouvent à travers ces thématiques-là. Donc, la personne avec l'intervenant choisit une ou plusieurs thématiques qu'elle veut aborder. Donc, la durée de l'accompagnement total varie d'une personne à l'autre. Et donc, on a eu des sous du RRSPQ pour essayer d'évaluer comment ça atterrissait sur le terrain, en fait, là, ce programme-là. Et éventuellement, à partir de ça, démarrer une initiative plus structurante pour en continu évaluer ces ateliers-là, cet accompagnement-là, pardon, pas un atelier, et aussi éventuellement faire une demande de subvention pour un essai randomisé, un essai contrôle avec un groupe expérimental dans le futur. Donc, le but de ce volet-là du projet pilote était donc d'évaluer de façon quantitative la satisfaction envers le programme, identifier différents facteurs de satisfaction et possiblement des options, des potentielles améliorations à apporter. Et finalement aussi au niveau des symptômes ou des enjeux de santé mentale, mais aussi du fonctionnement positif, du rétablissement personnel, de faire différentes mesures avant, pendant ou après, 3 mois après le début, et 3 mois plus tard, là, différentes mesures, là, voir est-ce qu'il y a des changements chez les participants sur des mesures de résultats au fil du processus et suite au processus, dont la durée varie d'une personne à l'autre. C'est une collecte qui est encore en cours là, de ce côté-là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt des résultats en lien avec la satisfaction.
Critères d'inclusion, on recherchait entre 50 et 100 participants. On en a finalement 73, dont je vous rapporte les données aujourd'hui, mais on collecte toujours de nouveaux participants, de nouvelles données. Il fallait être adulte, avoir parlé compréhension français, parler écrit et vivre avec un trouble de l'humeur ou un trouble anxieux auto-rapporté, trouble d'humeur incluant dépressif ou bipolaire. Et pour le trouble bipolaire, la personne doit avoir eu un diagnostic, mais c'est auto-rapporté. Différentes mesures, je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'on ne présentera pas tout ça aujourd'hui, mais donc différentes mesures de symptômes, de stratégies d'autogestion et au temps d'eux, donc 3 mois après le début, des mesures de satisfaction. À quel point les gens sont satisfaits, perçoivent ont une bonne acceptation du programme, à quel point la relation avec l'intervenant est positive, donc l'alliance entre guillemets de travail, j'allais dire entre guillemets thérapeutique, mais c'est pas une thérapie, donc l'alliance de travail avec l'intervenant, à quel point l'intervenant suit des principes axés sur le rétablissement, etc. Et c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Avant, juste vous dire, nos participants, nos 73 participants à date, il y avait un profil très varié en termes de difficultés de santé mentale. Donc, il fallait tout qu'il y ait au moins un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire auto-rapporté. Par contre, on demandait aux gens de cocher les troubles qu'il y avait. Donc, on voyait qu'il y avait souvent d'autres troubles comorbides, là. Ça donne plus que 73 personnes au total. Mais les troubles anxieux étaient les plus représentés, la dépression et épuisement professionnel, qui n'est pas exactement en dépression, mais connexe, et autres troubles en stress post-traumatique qui est séparé ici, obsessif-compulsif, qui autrefois aussi était considéré comme trouble anxieux, trouble bipolaire chez quelques personnes. Donc, une diversité de profils cliniques là, avec une certaine comorbidité, avec d'autres enjeux aussi. Euh, Par rapport aux thématiques que les personnes ont choisies, chez ces 73 personnes-là, on a demandé après 3 mois quelles thématiques vous avez abordées ou choisi d'aborder. Vraiment, les thématiques principales, je vais le nommer les 3 ou 4 premières, c'est celles qui ont le chiffre, c'est le nombre de personnes parmi les 73 qui l'ont choisi. On voit que beaucoup de personnes qui ont choisi la thématique des filtres cognitifs qui influencent la pensée, la communication, l'affirmation de soi, l'autocompassion, l'acceptation et l'accueil dans l'esprit de la thérapie d'acceptation et d'engagement, le principe issu de la thérapie, gestion du stress et un bilan plus général d'autogestion. D'autres ont été moins choisis. Cela dit, il y a quand même une variété dans les thématiques qui ont été choisies. Satisfaction, il y a 66 personnes qui ont répondu à ces questions-là. Des fois, on a des données manquantes. Il y a des personnes qui ont sauté certaines questions, qui ont arrêté avant dans notre questionnaire en ligne. 66 personnes sur les 66 qui ont répondu, l'entièreté recommanderait le service à un proche qui vit avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire. Par rapport à la satisfaction, c'est très positif. C'est sûr que c'est assez positif lorsqu'on pose des questions de satisfaction, mais là, c'est assez marqué à travers la diversité des facteurs possibles de satisfaction. Un score de 4 en moyenne, c'est très satisfait, puis 1, ça voudrait dire que l'entièreté des gens est très, très insatisfait. Donc, la moyenne qu'on voit, là, ça tourne tout, ça aussi entre 3,5 et 4 là, pour l'ensemble des facteurs de satisfaction. Les gens sont particulièrement satisfaits encore plus de l'approche sans jugement et respect par l'intervenant. Donc, le premier, on a l'écoute, la bienveillance de l'intervenant. Donc, la posture de l'intervenant est très, très appréciée. L'outil technologique et son utilisation, qui est le portail en ligne. Même si l'intervention a lieu en présentiel, les gens ont accès à un portail en ligne, même ceux qui choisissent de faire l'intervention en présentiel. Euh, Par rapport à le contenu aussi des thématiques, c'est bien apprécié. La facilité d'accès à la plateforme, les stratégies d'autogestion proposées, la pertinence des thématiques, la qualité de l'information. Donc, des scores plutôt, je dirais même très, très satisfaisants là, qu'on retrouve. Et on a aussi demandé quelques questions ouvertes sur la satisfaction et des aspects qui pourraient être améliorés. Et il ressort de plusieurs faits saillants de cette analyse thématique-là qu'on a fait des questions ouvertes. Par exemple, l'accessibilité, la facilité d'utilisation de la plateforme. La complémentarité avec d'autres approches a beaucoup ressorti, comme quoi c'était des outils concrets qui sont complémentaires avec la psychothérapie. Les qualités des intervenants, je ne vais pas tout nommer. L'empowerment, l'autonomie, quelqu'un dit, elle permet de donner de l'empowerment à la personne pour qu'elle soit plus alerte à ses propres signaux, la pertinence des thématiques. Puis le dernier que je trouve intéressant en termes aussi quasiment de bénéfices perçus, je trouve que les rencontres m'ont beaucoup aidé à réfléchir sur une façon plus saine de vivre ma vie en cohérence avec mes valeurs. Donc, il semble y avoir quasiment une transformation personnelle ou quelque chose de très réflexif qui se passe par rapport à mettre en place des stratégies qui sont cohérentes avec qui je suis vraiment, selon cette ou ce participant.
Suggestion d'amélioration, ben, quand même des personnes qui ont dit qu'ils auraient aimé avoir un document à imprimer en plus de la plateforme en ligne. Et certaines personnes aimeraient aussi plus de flexibilité en termes de la fréquence des rencontres. Présentement, c'est vraiment 2 semaines. Il y a des personnes qui trouveraient qu'ils aimeraient ça que ce soit plus fréquent, d'autres moins fréquent. Donc, c'est quelque chose à réfléchir pour le futur, pour Relief ou d'autres itérations, là, même ou d'autres programmes de la sorte qui pourraient se développer dans le monde aussi. Donc, de voir comment peut-être il pourrait y avoir une flexibilité à ce niveau-là, même si, bon, il y a des enjeux quand même, je dirais, organisationnels associés à ça. Les résultats sont encourageants quant à la satisfaction. Je ne les ai pas rapportés aujourd'hui, mais on a aussi des questions qualitatives sur les bénéfices perçus et aussi, globalement, les personnes rapportaient il y avait, grâce au programme, c'est perçu, là, réussi à mettre en place des stratégies utiles qui les aidaient à avoir un meilleur contrôle de leurs symptômes, etc. Une diversité de profils qui suggère que une certaine flexibilité qui fonctionne. Les qualités humaines sont importantes. Oui, le contenu ressort beaucoup, mais encore plus, je dirais, les qualités humaines des intervenants, intervenantes. Donc, il y a la posture des intervenants dans cette approche-là qui est intéressante, importante. D'ailleurs, les intervenants reçoivent des formations sur ça. On a communiqué des pistes d'amélioration que j'ai présentées à Relief. À venir et études futures, ben, à analyser plus par sous-groupe de participants. Est-ce qu'il y a des différences selon que la personne avait un trouble anxieux ou dépressif, trouble bipolaire, lorsqu'on en aura plus dans l'échantillon? Bon, on est en train de faire justement la collecte de données plus sur les symptômes et le bien-être au fil du temps, voir est-ce que les changements se maintiennent, est-ce qu'il y a des changements durables, et éventuellement, le programme va être encore plus, je dirais, ben, il est assez stable, mais je dirais qu'on va avoir plus de résultats, passer vers éventuellement un devis expérimental où on va pouvoir avoir un groupe contrôle et vraiment affirmer que des changements au niveau du bien-être des symptômes sont associés au programme. Donc voilà, c'est ce qui clôt la première partie de ma présentation, qui était donc sur ce programme-là innovant, qui n'existe pas à ma connaissance d'autres programmes comme ça au Québec et même au Canada qui ont été développés en partenariat avec des personnes qui vivent avec des difficultés de santé mentale. Donc, une première approche pour soutenir l'autogestion. On passe complètement dans un autre domaine, en fait, ben, un autre domaine, mais en lien avec l'autogestion, évidemment. En fait, on a obtenu aussi l'équipe de recherche en partenariat encore avec Relief, mais aussi Beneva, qui soutient notre chaire de recherche, un financement du RRSPQ pour développer une demande de subvention liée à la santé mentale. Et en parallèle, en fait, suite à ça, on a obtenu un financement justement du FRQ, Fonds de recherche du Québec Société Culture, pour ce projet-là de recherche. Le financement du RRSPQ a été bien utile là, pour nous aider à obtenir ce financement-là. Financement, donc, aide à la préparation d'une demande de subvention. Euh, Puis, par rapport à l'autogestion, j'ai envie de prendre un petit pas de recul et vous demander, est-ce que ça vous arrive ou est-ce que ça vous est déjà arrivé, puis vous pouvez réfléchir, là, comme vous ne pouvez pas écrire, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de chercher de l'information sur des façons de prendre action pour favoriser votre santé mentale ou plus largement votre bien-être? Donc, est-ce que vous êtes déjà allé en ligne à ce niveau-là, chercher sur ces sujets-là, l'autogestion? En fait, c'est un postulat de base qu'on a eu, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui de plus en plus vivent une bonne partie de leur vie en mode un peu virtuel ou numérique, et pour qui l'autogestion se fait à travers aussi l'utilisation du numérique. Donc, que ce soit d'utiliser des stratégies numériques, donc d'échanger du soutien en ligne, par exemple, qui pourrait être une stratégie d'autogestion, ou de s'informer en ligne sur des choses qu'on peut mettre en place dans notre vie pour prendre du pouvoir sur notre bien-être, notre santé mentale. Donc, c'est le postulat un peu qu'on fait et qu'on voit aussi en entendant parler les gens, c'est que beaucoup de gens se tournent vers les médias sociaux ou l'Internet. Par contre, on sait qu'il y a aussi beaucoup je dirais, d'influenceurs, de consultants qui sont pas tous mauvais, là, mais ou parfois des gourous un peu du wellness, du well-being, qui publient des informations. Puis à quel point est-ce que cette information-là peut constituer de la mésinformation ou de la désinformation? C'est ça la question qui nous intéressait en se disant que s'il y a de la mésinformation ou du contenu qui n'est pas valide ou qui est risqué ou dangereux, ben, ça pourrait amener les gens à mettre en place des stratégies d'autogestion dans leur vie qui sont soit dangereuses ou inefficaces ou qui ne sont pas appuyées par la science. Donc, on a voulu étudier cette question-là. Il y a peu d'informations sur le sujet. Il y en a plus sur la santé physique, mais les stratégies d'autogestion qui sont véhiculées en ligne sur la santé mentale ou le bien-être mental, il y en a très peu. On s'est intéressé, nous, aux jeunes travailleurs. En fait,
je travaille beaucoup sur la santé mentale au travail aussi. On sait que les jeunes travailleurs vivent des défis importants, conciliation travail-famille, emploi, ont des niveaux d'anxiété qui sont élevés selon les études. C'est une génération qui est très connectée, utilise beaucoup les médias sociaux comme source d'information. Donc, on a voulu voir ben, quelle est l'influence de ce contenu-là qui est véhiculé en ligne sur l'autogestion, la santé mentale chez ce groupe-là. On peut l'élargir aussi puis penser aux jeunes en général. Mais l'idée était un peu de voir comment on va comprendre le contenu qui est en ligne pour après ça mieux bon, cartographier, pour après ça mieux comprendre qui est à risque de se faire, entre guillemets, berner peut-être par certaines mésinformations ou contenus parmi les jeunes, qui est plus à risque, quel sous-groupe est plus ou moins à risque. Après ça, développer la capacité des gens à comprendre c'est quoi la santé mentale, le bien-être, puis à départager le bon du mauvais dans ces posts-là, ces publications-là. Je utilise le mot post parfois en anglais. Puis c'est ça, cette idée-là de littératie qu'on veut développer. Donc, tout le concept de littératie en matière de bien-être. Donc, c'est vraiment l'idée derrière cette étude-là. Donc, à la fois mieux comprendre, mais aussi arriver à poser des actions pour améliorer la littératie de certains groupes plus à risque. Donc, le premier objectif est de cartographier, évaluer le caractère valide là, de thèmes dans les publications en matière de bien-être mental et d'autogestion. Deuxième point, c'est évaluer le niveau de littératie en matière de bien-être et de vulnérabilité à la mésinformation chez les jeunes pour identifier des sous-groupes qui seraient plus vulnérables. Et finalement, co-créer avec des partenaires, dont Relief et Beneva, une boîte à outils, quelque chose qui pourrait servir à, entre guillemets, inoculer ou aider à inoculer les jeunes face à certaines mésinformations en ligne. Les jeunes travailleurs, le travail nous apparaissait intéressant en fait parce qu'on sait que les environnements de travail, les organisations sont de plus en plus portées à développer des initiatives en santé et mieux-être. Et c'est une façon de rejoindre les gens à travers ces initiatives-là. Donc, on trouve intéressant de développer des outils que les organisations pourraient utiliser, mais aussi plus largement là, les communautés. Donc, en partenariat avec Relief et Beneva. Aujourd'hui, je vous présente l'aspect numéro un. Le reste, c'est en cours. Donc, c'est des projets de recherche, c'est évidemment toujours parfois de moyenne ou longue haleine. Donc, on progresse tranquillement. Pour la première partie, le but était d'aller voir ben, c'est quoi qu'il y a en ligne sur les médias sociaux par rapport au bien-être mental, puis à l'autogestion de la santé mentale, du bien-être. J'utilise bien-être mental dans cette demande-là, mais il faut le voir, dans ce projet-là, pardon, c'était une demande de subvention au départ, mais il faut le voir de façon quasi similaire à santé mentale, bien-être psychologique. Donc, pour commencer, ce qu'on a fait, c'est extraire des médias sociaux, Instagram, TikTok et Reddit, extraire le contenu qui porte sur la santé mentale, le bien-être mental et sujets connexes. On est allé à travers les hashtags. Dans le fond, sur Instagram, par exemple, ben, vous savez, les gens publient beaucoup des hashtags quand ils postent je m'excuse de l'anglicisme, mais c'est pas mal passé dans le langage courant. Ils postent du matériel sur, par exemple, la santé mentale, une vidéo, une photo, la personne va peut-être mettre hashtag mental health, hashtag brain, hashtag santé mentale, hashtag bien-être. Donc, nous, on le fait bilingue, français-anglais. Et on est parti en fait avec le hashtag au départ wellness. On a pu partir avec well-being, mais de toute façon, à la fin, c'est qu'on est allé voir tout ce qu'il y avait wellness, c'était quoi d'autres hashtags, et on recherchait les autres hashtags après. Donc, well-being, mental health était là aussi, et on le fait en français aussi. Puis ici, c'est juste à titre informatif, c'est que souvent les gens sur TikTok, par exemple, vont mettre un hashtag, mais ils vont en mettre plusieurs. Donc, on peut aussi voir le réseau de hashtags. Donc, on voit les gens plus c'est dense, plus c'est vert très foncé, plus les thèmes étaient reliés. On voit des fois en périphérie, il y a des choses moins pertinentes à la santé mentale, comme skincare, mais qui pourraient avoir un impact quand même. Euh, Sobriety, sleep, mais c'est des choses pertinentes, mais qui sont moins au centre là, du réseau de posts qu'on a trouvé. Mais on a wellness, health, love, therapy, well-being, etc. Donc, c'est à travers trouver un premier hashtag qui en a amené d'autres qu'on a recherché toujours plus de publications. Et ça a été fait sur TikTok en premier. On a transféré notre liste de hashtags, on est parti de la même pour Instagram, on l'a bonifié. Et pour Reddit, si les gens ne postent pas des images ou des photos ou des vidéos, ils postent, c'est plus des discussions sur des thèmes avec aussi des sous-thèmes qu'on appelle des subreddits. C'est comme d'autres chambres de discussion, d'autres discussion rooms. Et on est allé chercher les sujets des discussion rooms et non les hashtags.
Analyse des données, en fait, maintenant, c'est qu'on se retrouvait avec je pense qu'on a plus de 20 millions de lignes de données. Les données incluent à la fois les hashtags. Pour l'instant, on n'a pas analysé le visuel, donc on inclut les hashtags, les commentaires faits en réponse aux posts, l'information, des fois, il y a de l'information sur la personne, genre son nom, ben, son nom, son surnom, son pseudonyme. Des fois, il y a d'autres informations sur elle. Donc, on a tout ça dans notre donnée, mais c'est beaucoup d'informations à traiter. Donc, on a décidé d'utiliser les Large Language Models, ChatGPT utilise les Large Language Models, mais aussi Llama, Llama 3.1 que Meta a développé. C'est deux outils d'intelligence artificielle qu'on a utilisés. Dans le fond, on a feedé, on a nourri ChatGPT et Llama 3.1 de Meta. On a fait les deux pour pouvoir comparer un peu les résultats, puis ça donne quelque chose de similaire quand même. On a nourri ChatGPT avec nos informations qui sont publiques, là, parce qu'elles sont disponibles en ligne sur les médias sociaux, pour aller faire ressortir c'est quoi les grands thèmes. Un peu comme si on faisait en fait une analyse thématique manuelle, mais faite par ChatGPT ici. En fait, on a même dit à ChatGPT les grands principes d'une analyse thématique selon des auteurs connus. Et on a segmenté notre corpus en plus petits fichiers parce que ChatGPT ou Meta LLM n'a pas la capacité de gérer autant de lignes de données. Et on a indiqué, on a un peu instruit à ChatGPT comment faire l'analyse. Et en lui donnant un script détaillé de ce qu'on voulait faire selon des principes d'analyse thématique connus, d'auteurs connus que vous voyez ici. Et on voyait le genre de résultats qu'il nous donnait. Le but, pas de biaiser les résultats, mais des fois, ça manquait de précision ou c'était trop générique. Donc, on renvoyait des pistes d'information ou des clarifications pour qu'ils nous reviennent. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a un aspect méthodologique novateur là-dedans, mais ça fait plusieurs mois, je dirais, qu'on travaille là-dessus pour essayer d'amener les deux outils à avoir la meilleure qualité de, je dirais, d'analyse thématique possible. Et nous, on veut évidemment valider cette analyse-là, là, qu'elle est faite dans les règles de l'art. Donc, mais il y a un aspect méthodologique innovant. À ce jour, donc, on a collecté en fait 27 millions de lignes de données et il faut les mettre dans ChatGPT ou Llama, etc. Donc, Meta, l'outil de Meta, c'est ça. Donc, il faut mettre ces lignes de données-là. Présente aujourd'hui une analyse issue de 20 000 lignes de données sur Instagram et Reddit. On continue notre analyse sur TikTok et les autres lignes de données, mais en fait, on essaie justement présentement de travailler je dirais, à rendre ça plus fluide pour que ça soit possible, donc de nourrir l'ensemble des données et de synthétiser ça. Je vous présente des résultats préliminaires des thèmes transversaux qui ressortent. Donc, premièrement, ici, c'est des thèmes plus transversaux, mais après, je vous amène sur des thèmes plus spécifiques qui ont des liens avec l'autogestion. Premièrement, on voit qu'il y a souvent dans des thèmes, on peut voir quand même une ambivalence entre la détresse et l'autonomie et le pouvoir d'agir qui ressort des posts qu'on a retrouvés. Euh, et quelqu'un dit, tu sais, d'un côté, il y a quelqu'un qui dit make the most of yourself, et il faut que tu fasses le mieux avec ce que tu es, ce que tu as. Un autre qui dit, ah, je suis tellement fatigué que je pense que je réussis jamais à comme passer par-dessus cette fatigue-là. Donc, il y a comme une ambivalence qu'on retrouve, ou certaines contradictions. On trouve les deux pôles. Il y a beaucoup d'informations ou de posts où les gens parlent aussi, entre autres sur Reddit, où c'est plus des discussions. Les gens parlent à quel point les communautés en ligne les aident. This subreddit, ce truc ce groupe de discussion-là en ligne était plus utile que n'importe quelle ligne d'écoute. Quelqu'un disait ça. Des gens parlent aussi du corps, les activités d'autogestion plus misant sur l'activité physique, comme la respiration, la marche aussi. Quelqu'un dit que c'est plus utile que la médication. Il y a des aspects très identitaires en lien avec le diagnostic qui ressortent. Quand même une critique sociale et de l'humour existentiel. Il y a quelqu'un qui dit je vais juste manifester comme à une force divine de sortir d'une dépression. Mais ça, c'est un peu c'est comme cynique aussi, là. Et souvent, puis il y a aussi des aspects critiques par rapport à la médication,
la médicalisation, pardon, aux institutions, la façon dont ils traitent la question de santé mentale. Puis finalement, il y a aussi quand même plusieurs aspects sur des affirmations de validation personnelle, la spiritualité, comme fais briller ta lumière, pas pour les autres, mais pour toi. T'as juste toi qui as besoin de l'avoir, quelque chose du genre. Donc, c'est des grands thèmes qu'on a retrouvés de façon consistante à travers ces 20 000 lignes de code, là, pas de code, mais de contenu. Puis à part l'autogestion, j'ai mis quelques exemples. Il y a quand même un thème qui ressort plus précisément, que je trouve qu'il y a un lien avec l'autogestion plus précis, c'est l'autosabotage et l'évitement émotionnel. Euh, donc, un thème ici, quelqu'un qui nous dit, un post qui passe sur des raisons pourquoi on fait de l'auto-sabotage dans la vie. Comme, en fond, l'idée, c'est de nous amener avec tous les hashtags qu'on voit, il y en a beaucoup, là, à croître comme personne, à prendre du contrôle pour essayer de réduire cet évitement-là émotionnel, qui peut faire partie, ça pourrait être une stratégie d'autogestion, là, d'essayer de travailler cet aspect-là dans notre vie. Prise de pouvoir et stratégie personnelle ressort beaucoup sous différentes formes. Ici, c'est dans Reddit, en fait, parce que c'est juste des phrases, il n'y avait pas d'image. Chaque jour, j'écris des choses avant d'aller me coucher, ça m'aide. La respiration profonde, marcher m'aide beaucoup plus que les médicaments. Chaque matin, je vais dehors, je prends un thé, c'est comme un rituel. Quelqu'un disait, je me suis choisi, prise de pouvoir, merci de m'avoir rappelé la communauté de me choisir. Donc, on voit différentes stratégies que les gens utilisent. Des personnes qui parlent aussi des stratégies misant davantage sur les relations avec les autres. J'ai enlevé les noms des personnes, c'est pour ça qu'il y a des carrés. C'est public, mais je ne voulais quand même pas les mettre de l'avant nécessairement. Ici, quelqu'un qui nous parle à quel point la relation avec sa sœur, c'est aidant, elle peut être authentique et vulnérable. Euh, Après ça, plus le soutien, la validation, la recherche d'aide ressort comme un autre aspect. Et ça peut être une stratégie d'autogestion d'aller chercher de l'aide et du soutien, de la validation, que ce soit en ligne ou de parler de ça en ligne. Quelqu'un qui nous parle de ce que son thérapeute lui a permis de réaliser, quelqu'un qui dit qu'il a eu le courage finalement de travailler, de parler à quelqu'un à propos de son enjeu, selon on a parlé tantôt. Je te trouve rayonnante sur cette photo-là. Donc, il y a l'échange aussi de validation qui peut être soutenante pour l'estime et le bien-être des personnes jusqu'à un certain point. Il y a quand même aussi des discussions beaucoup sur la prise de médication qui peut être vue comme un moyen d'autogestion. Et souvent, il y a des ambivalences. C'est ça qui ressort dans les discussions, l'analyse qu'on en a fait à date. Les médicaments m'aident, ça calme les ruminations, mais je me sens déconnecté de moi-même, je me sens engourdi, j'ai peur de retourner sur une médication. Donc, ces enjeux-là ressortent beaucoup dans les discussions en ligne. Quelques pistes de réflexion, parce que je vois le temps qui passe. Tu sais, nous, on est encore en pleine analyse de ces posts-là. J'aurais aimé ça être plus avancé aujourd'hui, mais la recherche étant ce qu'elle est, on y va au rythme qu'il faut. C'est quand même plus complexe et ça en a l'air à analyser cette quantité de données. Mais ce qu'on voit, c'est que les médias sociaux, c'est des espaces de narration psychique. Il y a vraiment plusieurs formes de langage qui s'entremêlent, à la fois des références thérapeutiques, des formules motivationnelles qui sont peut-être plus de ressort de motivationnel pour nous soutenir dans justement, notre autogestion, notre prise de pouvoir, mais en même temps mélanger à ça une culture web qui influence la façon dont c'est fait, des hashtags, des memes, de l'ironie. Des fois, il y a un second degré, donc c'est plus riche. Ben, je m'attendais à ce que ce soit riche, mais c'est même plus riche que ce que j'imaginais. On voit quand même qu'il y a aussi un usage différencié, par exemple, juste Instagram et Reddit. Instagram est plus dans l'esthétique, il y a des images associées, donc quelque chose de montrer nos émotions de façon esthétique. Beaucoup aussi la valorisation de soi qui passe parfois par l'image, justement. Des aspects spirituels, l'accès sur la guérison, le healing, qui sont des courtes phrases, tu sais, justement, dans des hashtags, par exemple. Versus Reddit, où il y a un peu plus, je dirais, d'analyse personnelle. Les gens parlent de leur auto-analyse d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, des récits plus intimes, mais aussi des critiques institutionnelles plus longues, là, parce qu'il y a plus de textes que d'images dans Reddit. Et donc, les aspects sur la médicalisation, par exemple, ou les médicaments. Ça m'amène aussi à des pistes de réflexion plus, je dirais, finales sur ce projet-là. On est vraiment en cours d'analyse, mais on voit à gauche, j'ai mis quelques exemples d'autres posts ou contenus. Quelqu'un dans le contexte de BDP, c'est trouble de personnalité borderline. On a un post ici qui est Make the most of yourself. On a d'autres posts en général, pas dans le même contexte, mais qui sont Own your stories, Step into healing, tu peux le faire, you can do it. Il faut se célébrer, authentic living, shine your light, etc. Moi, ce que je trouve, puis c'est une réflexion, c'est que
vais pouvoir pousser, c'est qu'il y a beaucoup de valorisation, idéalisation de certaines façons d'être ou d'agir qui semblent à la mode. Comme l'authenticité, ça a été très à la mode. L'acceptation de soi, ça peut être très à la mode. Et d'un côté, ça peut être utile, mais je me questionne à savoir à quel point c'est pas parfois justement une question de mode et ça peut pas faire sentir certaines personnes plus mal de lire ce genre de post-là ou leur rajouter une pression ou un blâme et peut-être même nuire à justement leur santé mentale ou l'autogestion de leur santé mentale éventuellement. J'ai pas mis d'exemple aujourd'hui, mais il y a certains posts qui semblent aussi être de la propagande, par exemple masculiniste ou d'autres formes de propagande ou qui sont anti-diversité, même si en prime abord, c'est axé sur la santé mentale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas certains risques ou dangers? Euh, Puis, est-ce que certains contenus cultivent la mésinformation par rapport à certaines stratégies d'autogestion? C'est encore une question ouverte. Dans les prochaines phases, nous, on va analyser davantage le contenu de certains thèmes et en le confrontant notamment à la littérature scientifique. C'est pas simple. Par exemple, le contenu qui est plus, je dirais, tantôt, il y avait des contenus personnels sur les médicaments, par exemple, ben, tu sais que c'est difficile, ça m'a amené des effets secondaires, donc j'ai peur de retourner. C'est pas faux. Euh, Est-ce qu'il y a un risque que ça influence négativement d'autres gens qui auraient besoin de médicaments, qu'ils influencent à ne pas en prendre? Comment on départage ce qui est plus du savoir expérientiel qu'on veut partager, puis c'est valide comme savoir versus ce qui est appuyé sur qu'une certaine validité scientifique. Aussi, tu sais, comme quelqu'un dit, mettons, je vais prendre, je l'ai plus en tête, mais quelqu'un dit, chaque matin, je dis trois choses positives, puis ça vaut plus que les médicaments. Tu sais, est-ce que les études empiriques soutiennent ça? Il y a des études, évidemment, sur la gratitude, mais ils n'ont pas nécessairement comparé la gratitude et la médication, là. Tu sais, il faudra aller vérifier. Mais c'est juste pour donner un exemple, puis je suis pas en train de dire que tous les utilisateurs des médias sociaux devraient tout savoir justement la littérature scientifique, mais ça nous questionne beaucoup l'exposition à certains de ces posts-là. Quel est aussi l'impact d'un post qui est formulé au je? Mettons, je me sens comme ça, moi j'ai fait ça m'a aidé. Est-ce que ça a le même impact pour la personne que si c'est plus un post formulé à l'impératif? Donc, des aspects très précis qu'on va vouloir étudier et pousser plus loin. Je ne veux pas passer trop de temps, je vois le temps qui file, mais on va justement en ligne pour une évaluation très prochaine du contenu des posts un peu plus, certains thèmes le plus précis avec des experts aussi sur la base de la littérature. Études auprès de jeunes travailleurs ou de jeunes adultes à qui on va présenter des posts pour voir qu'est-ce qu'ils pensent du contenu de ces posts-là. Est-ce qu'ils se feraient influencer dans leur stratégie d'autogestion, dans leur gestion de leur stress au quotidien par ces posts-là ou pas? Développer des outils éventuellement pour aider les personnes à s'y retrouver. En conclusion, constat croisé des deux projets que j'ai présentés, je pense que ce qui ressort, c'est que l'autogestion, elle peut être évolutive, contextualisée, plurielle. Elle peut se vivre en accompagnement ou plus de manière informelle sur les réseaux sociaux. Ben, ce qu'on voit quand même, que ce soit dans le contexte d'un programme de soutien à l'autogestion ou dans ce qui est échangé sur les médias sociaux, c'est que les gens semblent apprécier ou semblent vraiment euh, vouloir miser aussi sur cette prise de pouvoir-là, veulent prendre parole, que ce soit dans un programme d'accompagnement, dans une recherche sur un programme d'accompagnement ou en ligne sur les médias sociaux, veulent nous partager leurs trucs, leur prise de pouvoir, veulent davantage que ce savoir-là expérientiel soit pris en compte. En tout cas, c'est ça que moi que je trouve qui est comme peut-être le fil conducteur entre ces deux études-là notamment. Donc, on va continuer à travailler de notre côté pour continuer à allier, voir comment on peut allier le savoir expérientiel, la validité scientifique, intégrer aussi une approche écologique qui considère, oui, l'autogestion faite par l'individu, mais aussi le rôle des services de santé, mais aussi peut-être des environnements comme les environnements numériques virtuels et aller voir un peu plus aussi différents sous-groupes plus vulnérables. Est-ce que les programmes d'autogestion sont adaptés? Est-ce qu'ils sont plus ou moins susceptibles, par exemple, de vivre de la mésinformation, d'être vulnérables, etc. Donc, c'est vers ça qu'on se dirige. Merci beaucoup de votre écoute. Je sais que j'ai parlé vite, mais ça m'a fait grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, Simon. C'était super intéressant, là. Et puis, vraiment,
deux projets très différents, mais qui sont aussi complémentaires, vraiment. Puis surtout le deuxième, je pense, avec des petits trucs qui sont passés récemment en ligne, là, c'est comme super pertinent en termes de comme tous les messages par rapport à l'autogestion, le wellness culture, on voit ça beaucoup. Alors pour tous ceux qui sont avec nous encore, on vous invite vraiment à poser vos questions. Vu qu'on est 10, je pense, Armel, on peut quand même donner deux options. Soit vous pouvez les écrire dans le module Mhm. questions et réponses, puis je peux les lire. Ou sinon, vous pouvez là, lever votre main, puis dans le fond, Armel va pouvoir vous donner le droit de parole, puis vous pouvez poser votre question de vive voix. Alors, juste en attendant que les questions commencent dans le fond, à commencer. À rentrer. J'avais une question par rapport au premier projet. Je sais que votre objectif à la fin de tout ça, c'est de faire un SCR sur l'efficacité du programme en termes là, pour, dans le fond, si ça aide réellement là, avec l'autogestion et tout ça. Je me demandais, puisque c'est un programme où est-ce que les gens choisissent euh, les modules, le nombre de modules qu'ils veulent faire et aussi les modules qu'ils veulent faire, euh, comment, t'es souvent, c'est parce que quand on fait un SR typique, tout le monde qui reçoit l'intervention ont la même intervention versus ceux qui ne l'ont pas. Alors, comment vous allez prendre ça en compte vu que une de vos forces, c'est le fait que les personnes peuvent choisir les modules qu'ils font? C'est super intéressant. Puis honnêtement, finalement, ben, on a bien avancé quand même avec notre étude pilote qui va nous permettre éventuellement un jour de faire un ECR. Bon, le contexte aussi social et tout fait en sorte qu'on a mis sur pause le projet de CR quand même de sorte de voir où on veut aller avec ça, puis comment améliorer un devis de CR effectivement pour le futur. C'est sûr que vu que c'est un programme qui est quand même récent, on est en train de se demander si on n'est pas mieux d'aller vers une approche plus pragmatique, qui est, oui, pourrait être un ECR pragmatique, randomisé pragmatique, ou encore quelque chose d'un peu plus, pas plus que le projet pilote qu'on a fait là, mais quelque chose d'un petit peu plus flexible. Il y a aussi cette question-là que malgré qu'on donne aux gens le choix d'un nombre de séances, on veut être capable dans quelques mois d'aller voir combien les gens en choisissent réellement. Est-ce que ça varie tant que ça? Tu sais, Mhm. moi, ma petite, ben, c'est peut-être pas appuyé par rien pour l'instant, mais ma petite idée, c'est que d'après moi, ça doit être dans un range plus restreint qu'on pense, une étendue plus restreinte de nombre de thématiques qu'on pense. Donc, si c'est le cas vraiment, ben, peut-être qu'on restreindrait un certain nombre, tu sais, mais qui est plus, il y a une certaine flexibilité, je sais pas, je n'importe quoi, là, entre 5 et 7 mettons, et nous permettre comme quand même de faire le suivi à la fin, peut-être à 7 semaines pour tout le monde. Pas cette semaine, mais après 7 thématiques pour tout le monde, même si on a fait 5 là. Bref, donc, mais oui, c'est clairement un enjeu parce que la flexibilité, c'est au cœur de ce que les gens ont apprécié de ce programme-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'on veut prendre le temps de bien le faire, mais j'ai pas la réponse encore claire à ce niveau-là. Super. J'ai d'autres questions là, des personnes qui sont dans nos auditeurs. On a Elisabeth Tran qui pose, a-t-on pensé à l'utilisation genrée d'Instagram et de Reddit? C'est-à-dire, est-ce que les utilisateurs d'Instagram sont plus des femmes et ceux de Reddit plus des hommes? J'avoue que j'ai pas fouillé sur cet aspect-là précisément, mais c'est sûr que nous, parce qu'on s'apprête dans quelques semaines à lancer une enquête où on va présenter des posts là, à des jeunes adultes, là. Puis là, c'est sûr qu'on prend en compte le genre là-dedans. Qu'on veut savoir là-dedans, on va prendre en compte ce qu'il y a des différences selon le genre dans la perception des posts, mais aussi leur utilisation générique en général de différentes plateformes. On va regarder est-ce que les hommes et les femmes l'utilisent plus ou les personnes d'autres groupes de la diversité sexuelle et de genre, là. Donc, oui, on va prendre ça en compte, mais c'est vrai que ça pourrait être quand même quelque chose d'intéressant à regarder, surtout que je trouve, plus que je m'attendais, que le contenu est quand même, la teneur, le ton, la nature du contenu entre, mettons, Instagram puis Reddit est vraiment différente. De part, je pense, le fait qu'il n'y ait pas d'image là, sur Reddit, là, vraiment que c'est pas autant que c'est sur l'image, c'est vraiment différent. Donc, c'est sûr que si c'est pas les mêmes gens qui l'utilisent, ça brouille un peu les cartes parce que c'est très différent. Donc, je pense que c'est un super bon point à vérifier, regarder, aller fouiller. Mhm. Puis, si je peux, dans le fond, moi, je travaille personnellement sur les temps d'écran et les réseaux sociaux là, chez les adultes. Puis, je pense pas nécessairement en termes de plateforme, il y a une différence, mais peut-être c'est en termes plus de contenu qui est poussé à des utilisateurs qui sont des hommes versus des femmes, que là, il va y avoir beaucoup de changements en termes de comme et ça va être un peu la même chose, mais avec différents trucs qui vont être axés, là. Avec les algorithmes qui vont comme Ouais. adapter le contenu au genre, ou peut-être en fait à la personne, mais bon, les personnes sont aussi différentes selon le genre. Ouais. OK. Mhm.
Puis juste pour comprendre, dans le fond, quand vous allez faire ce test-là, vous allez, dans le fond, présenter des posts que vous avez déjà sélectionnés ou est-ce que vous prévoyez regarder ce que vos participants ont déjà dans leur fil Instagram ou Reddit? C'est des posts qu'on va avoir déjà sélectionnés. Dans le fond, on part de l'analyse des posts qu'on a faites là, mais qu'on finalise. On va la bonifier. On va aller voir c'est quoi les grands thèmes. On va en choisir quelques-uns qui sont plus saillants, plus pertinents selon nous pour la santé mentale, bien-être mental, autogestion. Puis pour chacun, aller présenter des posts qui sont un peu plus susceptibles d'avoir de la mésinformation selon la littérature, puis selon des experts, puis en présenter aussi d'autres qui sont plus, je dirais, appuyés par la science puis voir comment les gens réagissent, comment ils jugent la qualité ou le potentiel influence de ces posts-là sur leur propre pratique d'autogestion, etc. Mm. Super. Puis finalement, là, vu qu'il est 59, on a Claire Venance qui pose comme question, elle dit, est-ce qu'il y a une possibilité d'être bêta-testeur pour les projets que vous avez? Ben, Puis est-ce que c'est... si vous voulez, gênez-vous pas pour m'écrire. Tu sais, je pense qu'on pourrait, là, effectivement, là, ça me ferait plaisir de vous inclure dans, je sais pas si c'est une liste, pas une vraie liste de participants, mais de vous faire savoir lorsqu'on aurait vous faire demander votre avis sur des trucs, ça serait super pertinent. Vous pouvez chercher mon nom, Simon Coulombe, Université Laval. Ça devrait vous donner mon courriel s'il n'est pas disponible. Euh, je pense qu'il n'était pas sur ma slide nécessairement, là. Ouais. C'est vraiment gentil. Super. Alors, c'est ce qui clôt là, notre activité pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup de votre présence à ce webinaire. Et dans les jours qui suivent, vous allez recevoir un courriel avec toute l'information concernant l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les diapositives. Puis, ces informations vont être disponibles également sur la chaîne YouTube de l'Axe Santé mentale et population et aussi sur le site web de Calaxia. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Merci beaucoup tout le monde de votre écoute, de votre participation. À la prochaine. Puis je vais vous envoyer l'équipe du RRSPQ Calaxia. Je vais vous envoyer mes diapositives ouais, en PDF. Parfait. Merci beaucoup. Bye bye.